Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'affaires judiciaires marquantes. Derrière l'affaire judiciaire de ce jour, l'histoire d'une loi, aujourd'hui très contestée par les juristes, certains médecins et psychiatres, mais aussi et surtout les patients et justiciables. Une loi qui trouve son origine dans un crime, nous le verrons. Cette loi, c'est la loi numéro 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Loi qui, nous le verrons, a profondément réformé le Code de la santé publique. Le crime, quant à lui, c'est le crime commis par un malade psychiatrique, Jean-Pierre Guyot, qui poignardait à mort Luc Meunier, étudiant de 26 ans, à Grenoble, cette journée du mercredi 12 novembre 2008. Atteint de schizophrénie paranoïde, Jean-Pierre Guyot, qui par ailleurs avait déjà commis plusieurs agressions et tentatives de meurtre dans le passé, était sorti ce jour-là sans autorisation de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève à Grenoble. Sans autorisation et sans surveillance surtout. Il était interné dans cet hôpital psychiatrique et au moment de sa sortie, il avait eu donc le malheur de croiser la route de Luc. Dans cette affaire désormais pénale, la justice déclare Jean-Pierre Guyot très vite irresponsable de son acte au visa d'un article que vous connaissez certainement, l'article 122-1 du Code pénal qui énonce, je cite, « n'est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte, au moment des faits, d'un trouble neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Jusque-là, c'est la conclusion presque habituelle de ce type d'affaires, bien que, et pour reprendre la formule du célèbre psychiatre et expert M. Daniel Zaguri, la société tolère souvent très mal que certaines personnes puissent échapper à la sanction judiciaire. Mais cette fois-ci, l'issue sera différente et motivée par la bataille judiciaire menée par la famille de Luc pendant plus de 10 ans. C'est en effet le psychiatre du patient et malade, donc le médecin psychiatre M. Lerage Goujadour, qui fut poursuivi pour délit d'homicide involontaire, tel qu'il est défini à l'article 221-6 du Code pénal, à savoir comme le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Pour le qualifier, l'article 121-3 du même code exige de prouver que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Et donc, c'est ce qu'a démontré l'enquête et puis donc ensuite les investigations qui ont été menées plus après. Alors, dans cette histoire, bien évidemment, se pose aussi la question de la responsabilité de l'hôpital, puisque le malade psychiatrique est sorti de l'hôpital ce jour-là sans surveillance. Donc l'hôpital est une personne morale et elle sera également poursuivie sur le même chef d'homicide involontaire. Je le rappelle donc à cette occasion, les personnes morales engagent elles aussi leur responsabilité pénale et je vous renvoie sur ce point à l'article 121-2 du Code pénal. Pendant l'instance, devant le tribunal correctionnel de Grenoble, le docteur, donc poursuivi, M. Lerage Goujadour, a nié avoir sous-estimé la dangerosité de son patient et surtout nié même avoir été responsable un jour de ce dernier, voire du pavillon dans lequel se trouvait le patient. Il prétendait alors que le médecin en charge de ce pavillon était un médecin, donc une femme médecin stagiaire d'origine étrangère, des allégations qui de toute façon ont été contestées plus tard par son supérieur hiérarchique lui-même ainsi que par la direction de l'hôpital. L'enquête révélera par ailleurs qu'en juillet 2008,
Jean-Pierre Guyot avait menacé d'égorger un patient de l'hôpital lui-même. Puis le 8 novembre, soit seulement 4 jours avant de s'en prendre à Luc, il avait été sujet à une crise d'angoisse dans laquelle il mentionnait son envie, son besoin de tuer. À aucun de ces moments, le docteur Goujadour n'examinera personnellement le malade psychiatrique. Ce qui pose effectivement la question de sa responsabilité dans cette affaire. Donc, sur réquisition du procureur, le psychiatre fut condamné en première instance en 2016 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, une première en France où jamais un praticien hospitalier n'avait jusqu'ici été condamné pour de tels faits. L'hôpital, quant à lui, je vous l'ai dit juste avant, qui était lui-même donc poursuivi, a été relaxé dans cette affaire. En 2018, la Cour d'appel confirme le jugement et la peine prononcée en première instance, confirmant au visa des articles du Code pénal qu'effectivement, le docteur n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Une faute qui est une faute caractérisée selon les juges, dont la décision pointait notamment du doigt la mise en place d'une autorisation de sortie sans surveillance pour un patient considéré comme dangereux. Alors plus tard, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le praticien qui invoquait notamment l'absence de lien de causalité entre la faute retenue, donc sa faute à lui, et le crime commis par le malade. Cette affaire judiciaire est tout à fait spéciale, et ce pour de nombreuses raisons que je vais tenter de résumer rapidement avec vous. D'abord, elle est spéciale parce qu'elle fait jurisprudence, en posant les bases de la responsabilité pénale d'un médecin psychiatre et en soulevant davantage la question du suivi des patients qui sont placés dans de telles unités psychiatriques. Plus largement, cette affaire fut l'occasion de rappeler, de souligner une nouvelle fois s'il en faut, le véritable manque de moyens dont souffrent ces hôpitaux psychiatriques et les difficultés qu'ils éprouvent à s'occuper de malades dangereux. Pour accueillir de nouveaux patients, les psychiatres expliquent eux-mêmes qu'il faut parfois libérer de la place. Et donc, libérer de la place, ça veut dire faire des choix très difficiles en jaugeant de la dangerosité de chacun. Manque de place, donc, mais aussi manque de personnel, manque d'argent, sans que tout cela n'évolue positivement ces dernières années. Cette décision est aussi et avant tout spéciale parce qu'elle est la preuve que la loi intervient souvent après l'émotion. Ici, le crime de ce jeune homme, et dans ces cas-là, intervient souvent trop vite, voire mal. Car en effet, dès le lendemain du crime, le chef de l'État de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, avait convoqué les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé, les pressant alors, je cite, à préparer sans délai une réforme en profondeur du droit de l'hospitalisation psychiatrique. Derrière cette sommation, la volonté en réalité de relancer la réforme de la loi de 1990 sur l'internement psychiatrique qu'il n'avait pas pu faire aboutir quand il n'était alors que ministre de l'Intérieur. De toute cette agitation émergera alors la loi que nous étudions aujourd'hui, la loi du 5 juillet 2011, un texte très contesté, adopté après un parcours législatif des plus chaotiques. Depuis son entrée en vigueur, la loi organise désormais dans le Code de la santé publique les soins réalisés sans le consentement de la personne, en introduisant, certes, un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de toute hospitalisation. Aujourd'hui, on parlera de soins sans consentement de la personne concernée
et ce, dans un délai de 15 jours maximum à partir de l'admission de la personne, donc en unité psychiatrique. Le patient, qui n'a donc pas consenti aux soins, est auditionné par le juge des libertés. Il peut être assisté par un avocat. Ces audiences nécessitent l'avis de 2 psychiatres sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, mais également sur la capacité du patient à assister à son audience. À l'inverse, cependant, les sorties d'essai, ce que l'on appelait les sorties de courte durée, dont bénéficiaient les patients hospitalisés sur demande d'un tiers ou hospitalisés d'office, ont été supprimées par cette réforme. Alors aujourd'hui, le Code de la santé publique organise donc ces soins qui sont des soins décidés d'office ou décidés sans consentement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le dispositif qui est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment, aujourd'hui, les choses ont été complexifiées dans la loi. Elle demande encore davantage d'investissement sur le terrain administratif pour les médecins en multipliant et en démultipliant le nombre de certificats médicaux, notamment, qui sont nécessaires. Et ce que l'on peut dire en réalité, et ce que disent de façon unanime les professionnels de la santé, mais aussi tout simplement ceux qui ont mené les études sur la réalisation, sur l'exécution de cette loi dans la pratique, c'est que de toute façon, cette loi n'a pas amélioré le sort des patients, ça c'est une réalité, ni même posé de réelles garanties sur le contrôle de leur liberté individuelle et de leurs droits. Alors, par exemple, que les audiences devant le juge des libertés ne se contentent souvent que d'entériner la décision des médecins psychiatres. Alors en outre, les études démontrent que la multiplication des certificats médicaux à faire et à refaire par les médecins, ainsi que les modalités de contrôle par les pairs, n'ont eu d'autre effet que d'alourdir encore davantage la charge de travail des médecins psychiatres, des secrétaires, sans aucun impact positif sur la qualité de la prise en charge ni sur la protection des patients. Beaucoup considèrent même aujourd'hui que tout ceci a eu un impact négatif car pendant que les médecins vont d'une structure à l'autre pour voir de façon ponctuelle des patients qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne suivront pas de toute façon, pour signer des certificats aussi, bien évidemment, ils sont moins disponibles pour leur travail clinique auprès des patients dont ils assurent réellement le suivi. De l'avis des avocats, de l'avis des juristes, des médecins eux-mêmes, les dispositions de cette loi sur le terrain n'ont pas constitué un outil d'amélioration de la prise en charge et des droits des patients. Alors enfin, et puis pour me diriger vers la conclusion de cette vidéo, je veux porter à votre connaissance une donnée qui est issue des derniers chiffres disponibles, qui sont les chiffres de 2018 et qui indiquent qu'aujourd'hui en France, c'est environ 82 000 patients qui sont hospitalisés en psychiatrie sans leur consentement. Que la Cour européenne des droits de l'homme doit réaffirmer régulièrement sa position stricte quant à ces mesures qui sont des mesures privatives de liberté. Dans le respect de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit fondamental de chacun à sa liberté, la contrainte, la mesure privative de liberté doit nécessairement être justifiée en raison de l'état mental du patient et l'enfermement apparaître comme une modalité appropriée et proportionnée à la mise en œuvre du traitement. Par ailleurs, le droit au juge, garanti par le même article 5, impose 2 mesures que nos systèmes doivent absolument garantir. D'une part, le malade doit pouvoir en appeler aussitôt à un juge, c'est-à-dire dès son admission dans le centre de soins. Et d'autre part, le juge est quant à lui tenu de statuer dans un bref délai à compter de l'introduction du recours. Alors pour terminer cette vidéo, je conclurai mon propos en vous disant que quand le législateur doit agir sous le coup de l'émotion,
Il agit vite, certes, mais il agit souvent mal.